Va suivre tout de suite la table ronde numéro 2. Alors, je vous donne son intitulé et je laisserai les participants à la table ronde y répondre. En tant que chercheur, ai-je toutes les compétences nécessaires pour me lancer? J'ai envie de répondre oui et non en même temps, mais ça va être intéressant du coup de réfléchir à ça. Je les vois qui se préparent. Amandine Mauss, ou Mauss, désolé de votre... C'est bon. Victor Girsa, Jean-Marc Ferrier et Kylian Mazalera montent sur scène. Un micro chacun. N'oubliez pas de le mettre à la De Chavannes, voilà, sur le menton. Et ensuite, vous l'oubliez. Merci à vous et à tout à l'heure. Vous avez 30 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde durant laquelle nous allons à la fois discuter effectivement de compétences mais aussi de légitimité. Donc avant de vous présenter nos 3 acteurs de la Deep Tech que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui, je vous propose d'introduire un petit peu le sujet qui nous intéresse. Donc, en juillet 2021 avait lieu l'université d'été sur la légitimité entrepreneuriale, durant laquelle nous avons eu la chance d'accueillir un chercheur de renommée internationale sur le cancer du pancréas, dont nous avons déjà un petit peu parlé lors de ce Deep Tech Tour. Donc, c'est Juan Giovanna, donc chercheur qui est également directeur adjoint du Centre de cancérologie de Marseille, qui nous racontait en fait que dans les années 90, il a voulu fonder une entreprise à partir d'un de ses brevets avec 2 collègues dans le domaine de la pharmaceutique, Et en fait, ce qu'il nous racontait, c'est qu'il l'a fait très discrètement, quasiment en se cachant, parce qu'en fait, à l'époque, créer une entreprise quand on est chercheur, c'était mal vu, voire même illégal. En fait, le statut de fonctionnaire, pendant longtemps, n'a pas permis, même interdisait de créer une entreprise. C'était l'État, en fait, français qui s'occupait de valoriser, donc de ce processus de valorisation de la recherche vers l'industrie. Et donc, le chercheur en était exclu. Et en fait, il faut attendre 1999 avec la loi sur la recherche et l'innovation pour que le chercheur soit inclus dans le processus de valorisation, et notamment par le biais de la création d'entreprises. Donc, ce qui était vraiment novateur pour l'époque. Et donc, en parallèle de cette recherche, il y a eu bien évidemment tout l'engouement autour de l'entrepreneuriat qu'on connaît aujourd'hui, donc cette mode. Et qui est très importante pour l'État français et qui s'accompagne aussi de l'importance que les pouvoirs publics ont vers l'innovation. Et finalement, qui mieux que le chercheur pour créer de l'innovation ? Et donc ça, une des conséquences, c'est tous les dispositifs qui ont été créés, dont on a déjà parlé aussi durant ce Deep Tech Tour. Donc avec, pour les plus anciens, les incubateurs de Loi Allègre, avec l'incubateur de la Belle de Mai ou encore l'incubateur Impulse sur notre territoire, les SAT plus récemment, avec la SAT Sud-Est par exemple, mais aussi des dispositifs nationaux comme la BPI ou même comme ce que propose Pépite Provence. Dans ce domaine-là. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est que d'après la BPI, il existe 1700 entreprises Deep Tech sur le territoire français et dont 200 ont été créées en 2020. Et donc on voit, outre ces créations, on voit de belles réussites qu'on pourrait peut-être par exemple quantifier avec des levées de fonds. On peut par exemple parler de InCheck Therapeutics qui a levé plus de 80 millions d'euros depuis sa création, ou une autre, Insect, qui a levé plus de 425 millions de dollars donc dans ce domaine. Bon, ces réussites, c'est intéressant, mais ça pose quand même une question qui est: est-ce que le chercheur qui a été formé à la recherche et pas à l'entrepreneuriat est finalement légitime pour se lancer dans la création d'entreprises et Deep Tech, donc comme ça nous intéresse? Est-ce qu'il est légitime? Comment est-ce qu'il peut développer cette légitimité-là? Et finalement, en lien avec la légitimité, il y a aussi la question de la compétence qui alimente la légitimité. Donc, est-ce que le chercheur possède toutes les compétences ou les compétences pour se lancer? Sinon, comment est-ce qu'il peut faire pour, du coup, les acquérir
Donc c'est sur ces sujets-là que nous allons entendre nos 3 intervenants sur la table ronde. Et donc juste un petit point de définition qui peut être intéressant. Donc tout d'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de compétences? C'est Lofrani en 2015 qui nous dit que la compétence, c'est une aptitude d'un individu à mobiliser des ressources, donc que ça soit des connaissances, des savoirs, un réseau, voire même des financements dans un contexte professionnel. Et la recherche en sciences de gestion, elle nous dit aussi que la compétence, ça alimente la légitimité. C'est quand on est compétent qu'on paraît légitime. Et la légitimité, c'est quoi? C'est une évaluation sociale qui porte sur le comportement d'individus ou d'organisations qui correspondent à ce qu'attendent des audiences, donc par exemple des clients, des fournisseurs, des investisseurs. Donc, je suis Amandine Mauss, je suis maître de conférence à la faculté d'économie et de gestion et directrice exécutive de la chaire Légitimité entrepreneuriale. Et j'ai la chance de vous proposer aujourd'hui une table ronde où nous allons accueillir 3 acteurs de la Deep Tech. Donc, nous accueillons tout d'abord Victor Girsa. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et également directeur de l'Institut des neurosciences des systèmes. Donc, au sein de cet institut-là, vous développez des recherches autour d'une technologie pour numériser le cerveau, donc qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet, et que ce brevet-là que vous exploitez aujourd'hui au sein d'une entreprise qui s'appelle VBTech, que vous avez cofondé avec notre deuxième intervenant qui est Jean-Marc Ferrier. Bonjour, donc vous êtes chef d'entreprise, donc après un parcours au sein de grandes entreprises, vous vous êtes tourné vers l'entrepreneuriat, vous avez fondé une première entreprise Deep Tech dans le domaine médical. Et donc là, vous avez co-créé une deuxième entreprise, donc VBTech. Donc VB d'ailleurs pour Virtual Brain. Et donc, notre troisième intervenant, c'est Kylian Mazzarella. Bonjour Kylian. Donc, vous êtes post-doctorant dans le domaine de la génétique. Donc, vos travaux de recherche ont permis de déposer un premier brevet qu'aujourd'hui vous exploitez grâce à un statut de jeune chercheur innovant au sein de l'INSERM. Et donc, vous êtes en cours de création avec une entreprise qui s'appelle SteamNM. Donc, merci à tous les 3 du coup d'être présents. Et je vous propose de nous partager votre expérience, vos réflexions autour d'un premier sujet qui est celui de la légitimité. Donc, je voudrais notamment vous entendre, du coup, pour débuter, Jean-Marc Ferrier. Quelle est, selon vous, la légitimité qu'a le chercheur à se lancer dans la création d'entreprise? Est-ce qu'il a de la légitimité? Pourquoi? Et ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de nous parler de votre association avec Victor Girsa. Quelle est la légitimité finalement de votre couple d'associés? Bonjour à tous et à toutes. Oui, la légitimité du chercheur, elle existe de façon intrinsèque. Un chercheur qui a développé une invention et qu'il va essayer de transformer en innovation et plus tard en produit est parfaitement légitime à vouloir amener cette invention au marché, et notamment dans la santé, pour que ça puisse bénéficier aux patients, aux utilisateurs d'abord que sont les cliniciens, et ensuite aux patients, ce qui est quand même le but ultime. Donc la légitimité intrinsèque du chercheur, elle est bien entendu immense. Après, la légitimité, un deuxième niveau de légitimité, on va dire vis-à-vis de l'extérieur, qui pourrait, certains acteurs de l'écosystème qui interagiront avec le chercheur pendant le processus de transfert de technologie pourraient douter de la légitimité du chercheur dans sa démarche entrepreneuriale. Donc c'est un problème de crédibilité. Et à ce moment-là, le chercheur peut développer cette légitimité secondaire en faisant plusieurs choses. D'abord, en s'imprégnant un petit peu de la culture de la démarche entrepreneuriale pour pouvoir un peu comprendre les challenges auxquels il va avoir à faire face. Donc ça, c'est la première étape. Et deuxième chose, le chercheur, de plus en plus, et notamment dans la santé, puisque c'est notre domaine, il est assez difficile, voire impossible pour lui, d'acquérir toute la culture des problématiques périphériques autour du développement d'un produit, notamment l'environnement qualité, les barrières réglementaires, la commercialisation, enfin il y a énormément de levées de fonds, il y a énormément de problématiques qui sont très typées entrepreneuriat et sur lesquelles le chercheur ne peut pas avoir une expérience aussi profonde que celle qu'il a dans la science. Et donc là, pour le coup, la légitimité qu'il peut acquérir, c'est celle qui consisterait à s'entourer d'experts, et en l'occurrence, idéalement d'un partenaire, pour aller, on va dire, accomplir ce parcours
qui est celui du transfert de technologie vers le marché. Donc la légitimité, au départ, encore une fois, intrinsèque, elle est bien entendu immense pour un chercheur d'aller essayer d'amener au marché une technologie qu'il a inventée. Et ensuite, celle qu'il doit acquérir, et en termes de crédibilité, ça sera très important, c'est celle de savoir où va se situer sa place dans la démarche entrepreneuriale et de s'associer avec quelqu'un qui peut être son pendant, son partenaire et son associé dans cette démarche-là et qui a l'expertise entrepreneuriale. Donc on a une légitimité du coup intrinsèque du chercheur sur sa recherche, donc qui est le fondement finalement d'entreprise Deep Tech. Et donc il y a cette légitimité qui se développe en s'associant finalement, en allant chercher des experts sur le sujet de l'entreprise. Donc merci pour ce témoignage. Du coup Victor, donc qu'est-ce que vous en pensez, notamment du point de vue interne du chercheur? Donc quelle est sa légitimité à se lancer? Et donc pareil, quel est votre regard sur cette association chercheurs recherche, même entrepreneuriat, pour fonder l'entreprise et sa légitimité? Merci Amandine. Bonjour à tout le monde. Je n'ose pas répondre à la question si je suis légitime ici ou non. Je vous laisse juger. Je vous raconte un peu notre historique parce que le travail que nous avons fait, c'est dans le contexte modélisation du cerveau avec les applications cliniques. Moi, je suis 100% chercheur, origine mathématique, donc formation mathématique, physique appliquée. Aujourd'hui, je travaille dans la médecine. Donc, vous voyez, j'ai zéro expérience au niveau de entrepreneuriat. Mais ça, c'était compensé après la rencontre de Jean-Marc. Et quelque chose que j'ai appris que je peux apporter dans ce contexte qui va légitimer ma présence. Effectivement, crédibilité. Jean-Marc vous a parlé de la crédibilité. Et dans mon contexte, j'ai travaillé presque 30 ans dans le domaine. Le projet que nous avons développé, le cerveau virtuel, c'est un projet qui a commencé au début de 2000. Donc ça veut dire que nous avons travaillé avec les collègues des chercheurs internationaux pendant 20 ans. Donc il y a beaucoup de maturation. Nous avons réussi à obtenir beaucoup de financement de l'extérieur. Donc il y avait plusieurs équipes qui ont généré les papiers, qui ont confirmé les résultats de plusieurs perspectives, à essayer à le falsifier, etc. Donc il y a un énorme historique qui est bien documenté dans la littérature scientifique, que ça fonctionne, cette approche que nous avons développée vers la translation de la clinique. Numéro 1. Numéro 2, quelque chose d'autre qui est également important pour la crédibilité, c'était quelque chose que j'ai dû apprendre. Parce que comme je vous ai dit, je viens plutôt de la perspective théorique. Donc j'ai zéro culture au niveau de innovation, mais c'est quelque chose que j'ai appris. Il faut que, avant chaque publication, j'ai dû me poser la question si c'est brevetable, si on peut le protéger, si on souhaite faire le transfert vers le marché dans le fonctionnement normal, il faut protéger le pays, la propriété intellectuelle. Donc ça n'a pas fait partie de ma culture, ça j'ai appris, c'est un processus, mais maintenant c'est devenu un automatisme pour moi. Hein? Donc, mais ça c'est en plus, ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre à l'école, à l'université, parce que là le but est toujours dans la culture scientifique normale, publier, hein? Communiquer, faire la dissémination, mais pas nécessairement la protection de la propriété intellectuelle. Particulièrement aujourd'hui, on parle partout de open science, open data, l'ouverture, c'est très important, mais également pour innovation, il y a une valeur derrière. Donc pour protéger cette valeur, il faut penser sur plusieurs niveaux. Donc finalement, on a la légitimité du chercheur qui se construit par un historique de preuves, donc des publications, un travail, la constitution d'une équipe, même dans le domaine de la recherche déjà,
Et finalement, il y aurait aussi une réflexion. Donc, c'est vrai qu'on en avait discuté quand on avait préparé la table ronde autour de entreprendre avant d'entreprendre. Finalement, c'est commencer une réflexion en amont pour être prêt quand on va vraiment se lancer dans la création d'entreprise. Donc, des éléments qui sont super importants du coup pour construire sa légitimité quand on est chercheur. Et du coup, donc, Kylian, si vous voulez nous parler un peu de quel est votre regard aussi autour de la légitimité, des éléments qui ont été déjà apportés, donc savoir s'entourer, donc travailler à amener des preuves scientifiques. Comment est-ce que vous percevez la légitimité autour de ces éléments-là et même d'autres? Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on est légitime, mais je le pense, étant donné que en tant que chercheur, c'est notre invention. Je pense qu'on est les plus à même à la faire évoluer, à l'adapter à l'industrie. À ce moment-là, on a envie de porter le projet et on se sent légitime, en tout cas. Maintenant, cette légitimité, elle est souvent remise en cause par différents acteurs. Maintenant, dans le domaine public, le meilleur moyen pour faire évoluer, je pense, en tout cas pour ma part, de faire évoluer la start-up, c'était d'être hébergé au sein de l'unité de recherche où je travaille, ce qui nous permet d'obtenir, de faire les premières années d'amorçage de la start-up à moindre coût, mais de toutes ces dernières années, principalement, les startups qui ont vu le jour, qui ont été hébergées au sein de ces unités de recherche, ont principalement été développées par des directeurs d'unités. Et du coup, au moment où moi, par exemple, j'ai voulu créer cette startup, la légitimité a été remise en cause, notamment par les pairs, justement, en me disant, est-ce que, en tant que junior, est-ce que tu as vraiment ta place en tant que porteur de projet pour cette startup? Ensuite, une deuxième, ça a été remis encore en cause derrière, par exemple avec la SAT qui va venir un peu chercher si vous êtes vraiment capable de porter ce projet, si vous avez les capacités de le porter. Et à ce moment-là, on aimerait qu'au lieu de challenger pour un petit peu, pour savoir si vous êtes capable, on aimerait plutôt challenger pour trouver les solutions d'accompagnement et puis essayer d'aller vers cette émergence de la start-up. Donc finalement, la légitimité, ça passe effectivement par la reconnaissance de ses pairs dans un premier temps et ça peut se développer finalement par un accompagnement d'acteurs. En fait, c'est ça que vous nous dites de l'écosystème. Donc effectivement, des acteurs qui sont reconnus comme la SAT ou éventuellement comme effectivement les incubateurs de Loi Allègre. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui nous permettent déjà de voir des éléments donc par rapport à la légitimité, donc avoir un historique dans le domaine de la recherche qui soit solide, une antériorité finalement. Quand on est jeune, effectivement la légitimité, quand on est chercheur à entreprendre, elle peut être remise en question. Donc comme vous nous avez dit du coup Kylian, donc tout cet historique qu'on travaille et puis cette association qu'on peut voir du coup avec vous deux, Jean-Marc et Victor. Sur donc avoir à la fois finalement ce qui nous amène à la deuxième question, la compétence recherche, la compétence du coup business, entrepreneuriale dans l'équipe. Si vous voulez, je vais vous proposer de discuter du second thème qui nous intéresse, donc celui des compétences. Donc effectivement, on a cette première question autour de la légitimité. Est-ce qu'on est légitime à entreprendre? Et finalement, est-ce qu'on possède du coup les compétences pour démontrer quelque part qu'on est légitime, pour monter, quand on est chercheur, pour monter un business qui va être du coup convaincant aux yeux de l'écosystème entrepreneurial. Donc Kylian, si vous voulez reprendre la main sur cette question-là. Donc, quelles sont les compétences qu'un chercheur doit détenir, du coup, dont le chercheur a besoin pour se lancer dans la création d'entreprise, d'après vous? Tout d'abord, les compétences, le chercheur en soi les a, puisque le côté scientifique, c'est le chercheur qui les amène. Le chercheur, il a cette capacité de pouvoir faire évoluer le projet et du coup de l'adapter en fonction du besoin de l'industrie. En ce sens, à ce moment-là, il a les capacités pour le faire, mais pour pouvoir aller vers cette industrialisation, je pense qu'il a besoin d'être vraiment épaulé. Moi, c'est notamment mon cas où j'ai pour objectif de me faire épauler par quelqu'un que je connais très bien qui va s'occuper principalement de la partie financière et administrative.
et également aussi par ma directrice de thèse qui me permet aussi de lever un peu la tête de la paillasse, étant donné que quand on est chercheur, on a tendance à regarder vraiment que la recherche que l'on fait, et du coup, c'est pas forcément, ça reflète pas forcément le besoin de l'industrie, et du coup, on a besoin de voir un petit peu plus large et de vraiment pouvoir s'adapter, et donc d'être accompagné par quelqu'un qui a potentiellement cette vision un peu plus large que la nôtre, c'est important. Et également avoir, pour moi, c'était l'incubateur Impulse, qui, grâce justement à cette bourse des jeunes docteurs innovants, m'a permis m'a épaulé et m'a incité à faire cette création d'entreprise en m'aidant à établir tout ce qui était business plan, roadmap et l'ensemble des choses qui sont primordiales pour la création de cette entreprise, justement. D'accord. Donc, effectivement, lever la tête, finalement, de la recherche pour avoir une vision plus globale. Donc, c'est une compétence qui est importante, du coup. Et il y a cette compétence que vous avez un peu commencé à évoquer, donc c'est celle de, finalement, savoir parler au client, à l'utilisateur. C'est un peu des choses, d'ailleurs, qui avaient été un peu évoquées dans d'autres tables rondes sur ce Deep Tech Tour. Donc, justement, pour continuer donc avec du point de vue du chercheur, encore une fois, donc Victor Giersa, qu'est-ce que vous en pensez, notamment sur cette question de compétences, savoir parler finalement au client? Comment est-ce que vous l'avez développé éventuellement, et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien aimé l'expression que vous avez utilisée, client. Lever la tête, un peu de la recherche. La question, une fois vous levez la tête, vous la tournez où, effectivement? Ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans mon historique de logiciels que nous avons développés. Cette approche de virtualisation du cerveau pour les patients, ça trouve des applications dans l'épilepsie. La question se pose, on peut fournir une technologie, mais pour faire quoi? Pour résoudre une problématique. Quelque chose que j'ai appris qui est très important, c'est pourquoi j'ai parlé de tourner la tête, mais vers où? C'est quelque chose qui est très important et à résoudre un problème existant, dans notre cas, de la clinique. Il ne faut pas juste fournir une technologie qui peut ou peut pas résoudre un problème, mais il faut travailler très proche, dans mon cas avec les cliniciens, comprendre leur fonctionnement, comprendre leurs problématiques et apporter une solution qui, d'abord, résoudre leurs problèmes, numéro 1, et numéro 2, qui peut être intégré facilement dans la routine clinique, donc dans leur fonctionnement. Et c'est effectivement pas trivial. Dans notre cas, c'était dans l'épilepsie, si vous avez un pharmacorésistant patient, la chirurgie est une solution, donc il faut savoir où il se trouve la zone épileptogénique, on peut le resséquer, donc supprimer chirurgicalement. Donc ça, c'était le problème, identification, de localisation de la zone épileptogénique. Notre technologie n'était pas faite pour ça, mais nous avons adapté nos solutions, nos technologies pour répondre à la question. Ça a pris plusieurs années. Une fois on a compris la question, on a fourni une solution. Aujourd'hui, nous avons un essai clinique français, multisite, le premier essai clinique qui utilise les modèles du cerveau sur le niveau mondial, effectivement, pour guider la chirurgie. Ça, c'est fascinant. Et très fréquemment, j'entends de mes j'entends de mes collègues, Victor, tu avais la chance, etc. Ce n'est pas ça, effectivement. Nous avons fourni une solution pour les cliniciens. Il y avait un besoin derrière. Donc, très fréquemment, et ça, vraiment, pour les chercheurs ici, réaliser, juste fournir une technologie, ce n'est pas ça. La technologie doit résoudre un problème sur le côté du récipient. Je crois en économique, on appelle ça market pull versus techno-push. Dans la science, on peut faire la même chose, si on veut s'orienter vers les applications. Donc, c'était mon expérience, ça fonctionnait.
Finalement, c'est savoir discuter avec ses clients et être à l'écoute pour adapter effectivement la recherche qu'on a développée soi avec une équipe recherche et l'orienter finalement au marché, ce qui n'est pas forcément intuitif initialement pour le chercheur. Donc finalement, c'est super intéressant du coup de lever le nez de sa paillasse pour regarder vers le client et finalement dialoguer, être en permanence se remettre dans la recherche puis se relancer à discuter avec le client avec ce qu'on aura développé. Donc super intéressant comme élément de réflexion. Et donc Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez vous du coup d'un point de vue extérieur sur la compétence encore une fois du chercheur si on revient à cette question-là pour entreprendre, qu'est-ce que peut-être vous avez perçu de votre association avec Victor, de ces compétences-là qui étaient importantes et qui vous ont peut-être fait vous tourner vers ce chercheur finalement pour monter votre entreprise que pour ensemble, puisque vers un autre? Alors juste pour remettre les choses à leur juste place, c'est pas moi qui me suis tourné pour chercher un chercheur pour monter mon projet, c'était son projet sur lequel j'ai humblement proposé ma contribution pour essayer d'amener la technologie au marché. C'est complètement différent et en termes, on revient sur la légitimité. La légitimité, c'est Victor qui l'a. L'entrepreneur est au service du chercheur, surtout quand il a un poids aussi lourd dans la conceptualisation d'une technologie et quand il porte ce projet depuis si longtemps. À ce moment-là, l'entrepreneur devient un petit chef d'orchestre qui va essayer de faire ce qu'il faut, mais au service de la technologie, du projet et du chercheur pour amener cette technologie au marché. Donc ça, c'était juste une petite mise au point sur qui a la dynamique d'origine. Pour essayer de remettre en perspective, on va dire, ce qui vient d'être dit à ma gauche et à ma droite, je vous propose une analyse du parcours d'une technologie de santé en 3 temps. Au départ, il y a une invention. Ensuite, il y a une innovation. Et enfin, il y a un produit. Donc l'invention, c'est la science, on va dire la recherche appliquée, la recherche fondamentale. L'innovation, on commence à descendre dans de l'applicatif, et là on est sur plutôt la partie développement, recherche et développement. Et Victor a extrêmement bien illustré la démarche qu'il a fait tout seul, bien avant que j'apparaisse dans l'image, du travail qu'il a dû faire pour lever le nez de la paillasse, impliquer des cliniciens. Et justement faire l'effort et donc ça c'est une démonstration de compétence très forte. Tous les chercheurs ne savent pas faire ça. De se mettre au niveau de l'utilisateur final pour être sûr que son invention sera adaptée à l'utilisation qui va en être faite par les cliniciens. Et le 3e temps, c'est le produit. Donc là, on est vraiment sur la démarche purement entrepreneuriale, donc l'accès au marché avec l'environnement, qualité, réglementaire, etc. Industrialisation, commercialisation, etc. Donc, si vous voulez, pour résumer, dans la partie invention, le chercheur est tout seul. Dans la partie innovation, le chercheur s'associe avec un entrepreneur et les cliniciens. Et dans la 3e partie, c'est surtout l'entrepreneur, pour le coup, qui est en première ligne, on va dire. Maintenant, ça, c'est le résumé, on va dire, macro, un petit peu qu'on peut faire. Il y a des chercheurs qui s'impliquent très, très bien dans la 2e partie, ce que je vous ai dit de l'innovation, mais il y en a qui s'impliquent aussi dans la partie, on va dire, produit, et donc qui viennent soutenir par leurs compétences qu'ils ont développées, leur expérience qu'ils ont développée, sur laquelle ils sont devenus très légitimes, on va dire une crédibilité technologique dans l'effort commercial. Et donc ils sont en appui de l'effort commercial pour, on va dire, parler à des utilisateurs et en expliquant la genèse du développement, de leur invention d'origine et comment on en est arrivé là. Donc voilà, les compétences, c'est encore une fois, invention, c'est le chercheur tout seul. Innovation, c'est le chercheur avec le clinicien et l'entrepreneur. Et la 3e phase du produit, c'est plutôt l'entrepreneur qui est en première ligne. Mais le chercheur peut, en fonction de son implication et son envie, être vraiment présent dans la 3e phase aussi. Très bien, donc on a ce processus effectivement entre-temps qui est très clair et du coup qui nous permet de voir là où les compétences finalement à la fois du chercheur sont nécessaires, plus naturelles, donc effectivement sur l'invention, là où finalement on a une appétence spécifique peut-être de chercher un chercheur, peut-être une ouverture finalement vers le marché et on a cette dernière phase produit où là on est finalement sur un métier qui serait plus en lien avec de l'entrepreneuriat et qui peut être effectivement où l'entrepreneur peut être présent ou un peu moins finalement, notamment quand il a un associé, le chercheur, pardon. Excusez-moi si j'ai dit l'entrepreneur. Tout à fait. Très bien.
Si vous, donc, je vous propose du coup, je vois pas de questions, donc je vous propose de conclure sur cette table ronde. Je sais pas si vous avez envie de dire un petit mot avant que je résume rapidement tout ce qui a été dit sur cette riche table ronde. Donc, peut-être si vous avez envie de donner un conseil, si vous avez envie de partager peut-être une dernière anecdote autour de la légitimité ou de la compétence, qu'est-ce qu'elle serait? Peut-être Kylian, si vous voulez démarrer. Si vous pensez Plus au niveau des compétences, et j'ai envie de dire que le principal, c'est de savoir s'estimer et d'estimer nos forces et surtout nos faiblesses, et du coup de compléter nos faiblesses par les potentielles associations. Et du coup de s'accompagner des bonnes personnes qui vont combler justement ces faiblesses. J'ai envie de dire. Donc savoir s'entourer, ça c'est vrai que ça a été pas mal dit. Du coup Jean-Marc, si vous avez quelque chose. Difficile de rajouter quelque chose, simplement peut-être un petit point. Ce qui accroît la légitimité du chercheur, c'est le fait que très tôt dans le processus, donc au niveau de l'invention, au départ, il ait la vision de ce qu'il veut faire à la fin. Et quand un chercheur a à la fois la compétence de recherche pour développer une invention et la vision de ce que ça pourrait être un jour en termes d'applicatif, alors là, celui-là, il est super légitime à entamer une démarche entrepreneuriale parce que c'est quand même... C'est pas que c'est pas si fréquent, mais il faut être capable de se projeter, de lever le nez de la paillasse, de sortir de sa zone de confort et de réfléchir à des choses très différentes de ce qu'un chercheur, ce à quoi un chercheur doit réfléchir tous les jours et qui est déjà très prenant. Donc voilà, ça ajoute à sa légitimité quand il est capable d'avoir cette vision, au point, quelquefois, et je pense et j'espère que ça sera le cas de notre projet, de potentiellement révolutionner une pratique dans un domaine donné, celui en l'occurrence des pathologies neurodégénératives. Donc à la fois finalement avoir une envie et puis une vision stratégique finalement de ce que sera l'entreprise demain à partir de la recherche. Très bien. Et Victor, est-ce que vous souhaitez nous donner un petit mot sur la légitimité, un conseil éventuellement pour les jeunes chercheurs qui envisagent la création d'entreprise? Oui. Le contexte est effectivement cette petite histoire que vous avez racontée au début de chercheur qui a fait l'innovation ou la création d'une entreprise en secret, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Aujourd'hui, dans les sciences, particulièrement dans le deep tech, beaucoup de financements de la recherche sont faits sur le niveau européen. Sur le niveau européen, il y a plusieurs facteurs qui sont nouveaux. Effectivement, open science, ça c'est très important, mais également si vous cherchez des financements à l'Europe, comme je vous ai dit, c'est standard dans le deep tech, effectivement, vous allez trouver qu'un transfert vers un marché, donc il y a toujours une section qui s'appelle impact, hein, impact sur la société, technologie ou la santé. L'innovation est obligatoire. Même comme chercheur, quand vous cherchez des financements européens pour votre recherche, sans innovation, sans translation à le marché, vous n'allez pas gagner vos financements. C'est une obligation. Ça, on ne fait pas en secret aujourd'hui. C'est une obligation imposée par l'Europe. Et c'est très raisonnable parce qu'on veut faire un retour à la société. Et pour faire un retour à la société, la publication ne suffit pas, mais il faut avoir un impact dans la santé, technologie, etc. Donc, pensez à cet aspect pas comme un facteur supplémentaire, mais un facteur fondamental, innovation, même dans la recherche pure. Hein? Finalement, avoir un retour vers la société avec la recherche, avoir un impact positif sur la société. Très bien. Ben, merci à tous les trois. Donc, on retiendra du coup savoir s'entourer, avoir une vision stratégique et effectivement avoir une ambition de contribuer à la société avec sa recherche pour participer, du coup, contribuer à sa légitimité et développer ses compétences, du coup, quand on est chercheur autour de ces dimensions-là pour entreprendre. Ben, merci vraiment beaucoup à tous les trois. C'était un plaisir de vous entendre et du coup, ben, je laisse la place à la suite. Merci Amandine. Merci à tout le monde.